Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'historique fascinant de l'antimoine. Ce métal, souvent méconnu, a joué un rôle crucial dans l'évolution de la chimie et de la médecine à travers les siècles. Nous allons explorer ses découvertes, son utilisation dans différentes cultures et son impact sur le développement des technologies modernes. Restez avec moi pour découvrir comment l'antimoine traverse le temps et influence notre monde. C'est parti! L'antimoine était connu chez les Babyloniens et chez les Chinois et pas seulement comme métal, même si l'on trouve des objets d'utilisation. Datant de 4000 ans avant Jésus-Christ, le sulfure était administré entre autres comme médicament. La découverte faite par M. Grand d'un fragment de sulfure d'antimoine dans la caverne de Menton, au milieu d'instruments de silex, d'agate et de quartz. Yalin semblerait indiquer qu'il était déjà utilisé dès l'âge de pierre. Antimoine et calcite. Gandel, Wikimedia Commons, CC 4.0 L'emploi de l'antimoine. On utilisait du sulfure d'antimoine dans l'Antiquité comme mascara, un colorant pour colorer les cils et les sourcils. Les Syriens, les Babyloniens, les Arabes, les Hébreux et autres nations orientales de l'Antiquité faisaient un fréquent usage. Du sulfure d'antimoine, non comme agent de travail, mais comme objet de toilette, c'est bien certainement le plus ancien fardon. Il soit fait mention dans l'histoire. Job donne à l'une de ses filles le nom de vase d'antimoine ou de boîte à mettre du fard. Isais, dans le dénombrement qu'il fait des parures des filles de Sion, n'oublie pas les aiguilles dont elles se servaient pour peindre. Leurs paupières, en les trempant dans la poussière noire du minéral en question qu'elles étendaient même jusque sur les sourcils. Ce cercle noir autour des yeux lui donnait à ceux-ci une expression plus langoureuse, en même temps qu'il les faisait paraître plus grands. La mode en était si bien établie, que Jézabel ayant appris l'arrivée de Jéhu à Samarie, se mit les yeux dans l'antimoine comme disent les livres saints, c'est-à-dire les peignit avec du fard, avant de se montrer à cet usurpateur dont elle voulait apaiser la colère, Girardin, 1873. Pline a décrit la préparation de l'élément antimoine par réduction du minerai avec du charbon et d'autres auteurs. Le mentionne, cet emploi du sulfure d'antimoine ne finit pas avec les filles de Judée, il s'étendit et se perpétua partout. Les femmes grecques et romaines l'empruntèrent aux Asiatiques, et nous voyons Tertullien et Saint-Cyprien déclamer contre cette coutume. Encore usité de leur temps en Afrique et qui s'est continué jusqu'à nos jours. C'est de cet usage que le sulfure d'antimoine reçut le nom d'alcool, qu'il porta dès les premiers temps historiques. Le terme alcool applique aujourd'hui en chimie au liquide spiritueux qui constitue l'eau de vie, fut d'abord donné au sulfure. D'antimoine naturel, si l'on en croit Omrupop et Talinus. Les Romains l'appelèrent ensuite stibium. Les alchimistes le désignaient sous un grand nombre de dénominations absurdes, telles que Otia, Alcozol, Bélier, Saturne. Des philosophes, fils et gendres de Saturne, etc. Girardin, 1873. Au Moyen Âge, l'antimoine était mentionné par Paracelsus comme remède. Des techniques de préparation sont décrites dans Curu Triumphalis Antimoni, manuel publié vers 1470 par Basilius Valentinus. Crollius 1624. Nicolas Lemery, 1645 à 1715, a écrit sur l'antimoine et les pratiques des alchimistes qui le considéraient comme la matière. Idéal pour accéder à l'or. La calcination solaire de l'antimoine, Lefebvre 1660.
Welcome Collection Galerie, Wikimedia Commons, CC 4.0. Il y a à son propos un très long article dans l'Encyclopédie ou Dictionnaire. Raisonne des sciences des arts et des métiers de Diderot et Alembert. On en parle à l'exposition de 1851. Exposition de 1851. L'antimoine fut longtemps utilisé comme médicament, entre autres pour les maladies parasitaires. Quelques préparations chimiques du 19e selon Girardin, 1873, extraction de l'antimoine, on prend du sulfure purifié, on le pulvérise. On le grille dans des fours semblables à ceux qui servent à la conversion du salin en potasse, par charge de 158 kg. Au maximum, en ayant soin de rester au-dessous de la chaleur rouge afin d'éviter la fusion du sulfure. La plus grande partie du soufre se dégageait à l'état des acides sulfureux, avec quelques fumées blanches d'oxyde d'antimoine et d'acide arsénieux, attendu que le minerai est toujours plus ou moins arsenifère. On remue fréquemment la matière avec un ringard de fer pour activer l'oxydation. L'opération dure environ 12 heures. La poudre grise ou un peu rougeâtre qu'on retire du four après son refroidissement est non de l'oxyde d'antimoine, mais un oxysulfure, contenant quelques matières terreuses. On mêle alors cette poudre avec 15% de charbon, arrose d'une solution de carbonate de soude et on l'introduit dans des creusets qu'on place sur des banquettes construites des deux côtes intérieures d'un fourneau de galère. On chauffe jusqu'au rouge vif. On recouvre les creusets d'un couvercle pour prévenir l'oxydation. Le charbon réduit l'oxyde d'antimoine, tandis qu'une partie du sulfure se trouve également réduite par l'action combinée du charbon et du sel de soude. Il se forme en même temps à la surface du bain métallique une scorie constituée par un sulfure double de soude et d'antimoine. Mélange d'une quantité variable d'oxysulfure qui a échappé à l'action réductrice et de matière terreuse. Quand la réduction est bien opérée, on coule l'antimoine dans des lingotières en fonte, et on le refond avec un peu de minerai gris pour le purifier. On obtient alors le métal en masse hémisphérique du poids de 6 à 8 kg environ recouverte, à leur surface convexe. De belles cristallisations en étoile dont les rayons ressemblent à des feuilles de fougère. Préparation du gaz acide sulfhydrique. On emploie très fréquemment le sulfure d'antimoine dans les laboratoires pour préparer l'acide sulfhydrique. Pour cela, on le traite par 4 à 5 parties des acide chlorhydrique dans un appareil convenable. La réaction se comprendra aisément par l'examen de la légende suivante. Sb2S3 plus 3 H centilitres égale Ang. Sb2 centilitres 3 plus 3 HS. Préparation de l'acide sulfhydrique par le sulfure d'antimoine. Le gaz sulfhydrique, entraînant toujours avec lui un peu d'acide chlorhydrique, doit, avant d'être recueilli sur la cuve à mercure, passer dans un flacon laveur qui retient l'acide étranger. En place d'eau, on met dans ce flacon une solution concentrée de polysulfure de sodium ou de potassium. Chlorure d'antimoine. Le résidu de cette opération consiste en chlorure d'antimoine Sb2 centilitres 3, qu'on peut avoir à état solide en concentrant la liqueur et le distillant. Le chlorure se volatilise et vient se figer dans le récipient B en une masse blanche, demi-transparente, d'un éclat gras et comme onctueux. C'est cette substance que les alchimistes appelèrent beurre d'antimoine. Préparation du chlorure d'antimoine. C'est un caustique très violent, dont les médecins se servent souvent pour cautériser certaines plaies, surtout celles produites par la morsure des animaux en rage ou venimeux. Dans les arts, il est employé pour bronzer les métaux, et notamment le fer. Les armuriers en font fréquemment usage pour donner au canon de fusil cette teinte jaune brunâtre, appelée improprement bronze.
Il est probable qu'elle est due à une couche d'antimoine métallique qui s'applique à la surface du fer et qui provient de l'action de composantes que ce dernier métal exerce sur le chlorure d'antimoine. Oxychlorure. Ce chlorure ne se dissout dans l'eau qu'autant que celle-ci est très acide et en petite quantité. Cette dissolution donne un beau précipité jaune-orange avec l'acide sulfhydrique. C'est du sulfure d'antimoine hydrate. Versée dans beaucoup d'eau, elle produit de suite un précipité blanc abondant, grumelé ressemblant assez au l'écaille. C'est que le chlorure d'antimoine, en décomposant l'eau, donne lieu à la formation d'acide chlorhydrique et d'un oxychlorure d'antimoine insoluble. La légende suivante vous fera très bien concevoir cette réaction curieuse de l'eau sur le composé binaire dont je parle. Cette poudre blanche, cet oxychlorure d'antimoine, fut longtemps nommé mercure de vie, poudre d'agarote, du nom d'Algarotti, médecin et chimiste italien, qui l'a, le premier, recommandé et employé comme médicament purgatif et émétique. SB 2 centilitres 3 plus 7 HO = Angst, SB 2 centilitres 2, SB 2 O2, HO, plus 6 H centilitres. Noir de fer. Lorsqu'on plonge une lame de zinc dans la solution légèrement acide du chlorure d'antimoine, on précipite ce dernier métal sous la forme d'une poudre noire. C'est cette poudre, lavée et séchée qu'on désignait dans le commerce sous le nom de noir de fer, Eisenschwarz. Elle est principalement employée pour enduire les objets en plâtre et leur donner un aspect de fonte grise. Lorsqu'on fait passer un courant des hydrogène-sulfure dans la solution du chlorure d'antimoine, ou lorsqu'on l'additionne de sulfure de sodium, on obtient un précipité d'une magnifique couleur jaune-orange, qui n'est autre chose, cependant, que du sulfure d'antimoine hydrate. En chauffant ce précipité à 200 degrés Celsius, il perd son eau, devient noir et cristallin. Il est alors en tout semblable au sulfure naturel. Cinabre. J.J. Harrison, Wikimedia Commons, CC 3.0 vermillon ou cinabre d'antimoine, mais si on ajoute à du chlorure d'antimoine une solution d'hyposulfite de soude et qu'on chauffe lentement entre 30 et 35 degrés C en remuant continuellement, jusqu'à ce qu'il ne se dépose plus rien de la liqueur, on obtient du sulfure d'antimoine anhydre qui, au lieu d'être noir, est d'un rouge cramoisi d'une beauté extraordinaire. Pour lui conserver cette nuance à l'état sec, on laisse bien égoutter le précipité sur un filtre, on le lave avec de l'acide acétique très étendu. On donne à cette modification isomérique du sulfure d'antimoine le nom de vermillon ou cinabre d'antimoine. Fuchs a reconnu qu'en faisant refroidir brusquement ce sulfure noir fondu, il devient amorphe et rouge-brun, moins dense, plus dur, et mauvais conducteur de l'électricité sans avoir pour cela change de nature chimique. Ce sulfure rouge repasse à l'état de sulfure noir et cristallin par une chaleur de 200 degrés Celsius. Kermès. Quant au kermès des pharmacies, c'est un sulfure d'antimoine divise, combine ou associe à une petite quantité de sulfure alcalin et retenant, à l'état de mélange, des proportions variables d'oxyde d'antimoine. Il est d'un rouge-brun fonce et d'un aspect veloute. On l'obtient le plus habituellement en faisant bouillir pendant 2 heures environ une partie de sulfure d'antimoine en poudre très fine avec 22 parties et demi de cristaux de soude dans 200 parties d'eau. La liqueur jaune filtrée laisse déposer, par un refroidissement lent, de beaux flocons veloutes de kermès. Le nom de kermès a été imposé par les alchimistes à ce composé à cause de sa couleur qui se rapproche beaucoup de celle que donne à la laine la cochnie du chêne vert nommé par les Arabes kermès, c'est-à-dire petit vert. En conclusion, l'antimoine traverse des siècles d'utilisation et d'évolution, passant d'un métal mystérieux dans l'Antiquité à un élément essentiel dans diverses applications modernes. Son histoire,
marqué par des découvertes scientifiques et des innovations technologiques, témoigne de son importance dans le développement de l'industrie et de la médecine. Alors que nous continuons à explorer ses propriétés et ses usages, il est crucial de rester conscient des enjeux environnementaux et de santé associés à son exploitation. L'antimoine, avec son riche passe, demeure un sujet fascinant qui mérite notre attention et notre réflexion.